de mise en œuvre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre de l'ECOWAP. C'est un projet financé par la coopération espagnole, comme on pouvait le voir, et qui est exécuté par la FAO et qui a pour objectif vraiment de pouvoir renforcer les capacités pour pouvoir la mise en œuvre de l'ECOWAP, considéré ici comme le volet ECOWAS du CADEP. Je vais orienter ma présentation sur vraiment les acquis, la structure et puis surtout quelques leçons apprises dans la mise en œuvre. Donc le projet a cette architecture-là. Il y a 3 composantes. Juste pour rappel, il faut dire que même le cadre stratégique du projet a évolué pour tenir compte des nouvelles exigences et l'évolution du contexte et de l'environnement politique et stratégique de la mise en œuvre de l'ECOWAP. Mais sous sa version de 2017, donc de 2015, c'est ce cadre-là qui est suivi. Juste pour rappel, le projet a démarré en 2012. Donc la composante actuelle du projet, l'architecture actuelle du projet est telle que présentée. Il y a un premier objectif qui concerne le renforcement des capacités de la direction de l'agriculture et du développement rural de la CEDEAO à Abuja, essentiellement dans les activités de conception de projets d'investissement et la mobilisation de ressources dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECOWAP. Une deuxième composante qui est destinée à renforcer les capacités de l'ARA. Juste pour l'information, l'ARA, c'est l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, qui est basée à Lomé, qui a entre autres pour mandat de un peu coordonner l'exécution des projets régionaux mis en œuvre dans le cadre de l'ECOWAP. Et il y a une troisième composante qui est celle qui concerne l'appui au pays, membres de la CEDEAO dans le cadre de la mise en œuvre de leur PENIA. La troisième composante a une modalité spécifique de mise en œuvre, c'est que il faut que les pays adressent des requêtes spécifiques à la CEDEAO et en concertation avec le bailleur de fonds qui est l'Espagne, les appuis spécifiques sont mis en place. Et donc, à travers ce mécanisme-là, à ce jour, 7 pays ont pu bénéficier d'appuis précis. Je reviendrai dessus ce point-là un peu plus tard. Deuxième élément de ce projet, c'est que le projet a connu plusieurs phases de mise en œuvre qui sont modulées en fonction du cycle de vie ou des étapes clés du processus ECOWAP. Et donc dans la première partie de 2012 à 2013, le projet a essentiellement appuyé tout ce qui était la formulation de la première génération des PENIA. En fonction du niveau d'avancement des pays, c'était la formulation de la première génération des PENIA. Lorsque les pays avaient déjà finalisé leur PENIA, certains pays ont été appuyés pour la préparation de plans d'investissement. Bon, cette fois-ci la partie investissement. Lorsqu'il y avait des pays qui avaient déjà fini ces étapes, mais qui voulaient formuler des projets concrets pour soumettre au GAPS, par exemple, le projet a accompagné ces pays-là pour formuler ces genres d'activités. Donc, en ce stade, à ce moment, c'était plutôt un appui vraiment pour la matérialisation et de l'opérationnalisation de la première génération des PENIA. Ici, à partir de 2014, lorsque il y a eu une évolution dans le cadre institutionnel au niveau régional, le projet aussi, en plus des activités qui étaient ici, le projet a réorienté ses activités essentiellement pour tout ce qui est capacitation de l'ARA, qui a été... l'agence a été établie en 2013, je pense, en 2013, c'est ça. L'agence a été établie en 2013, elle a commencé à fonctionner en 2014, et donc le projet a accompagné son opérationnalisation. Je vais aller un peu plus dans les détails sur ce qui a été fait concrètement. Et si vous vous rappelez bien, l'année 2015 a été une année où je pense qu'on a un peu travaillé sur le bilan de l'ECOWAP 10 et tout ça, il y a des activités. Et 2016 et 2017, c'est un peu dans l'étape à laquelle on se trouve et où le projet est vraiment en train d'appuyer la mise en œuvre du processus ECOWAP 2025. Il y a une erreur ici, je m'en excuse. Donc c'est ça. Trois phases en fonction des étapes principales de la mise en œuvre
Donc je vais juste rentrer en détail de manière pour qu'on touche un peu du doigt le type d'activité qui a été... Et c'est les livrables clés. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, mais j'ai préféré mettre en exergue un peu des activités clés. Donc sur cette période-là, par exemple au Cap-Vert, le projet a appuyé la formulation d'un projet de sécurité alimentaire, le PACSA. Il faut dire que le projet mobilise, un peu comme ce que vous voyez aujourd'hui, le projet mobilise des ressources internes de la FAO pour accompagner, pour répondre à certains besoins. Il mobilise aussi des ressources externes, mais en général, la priorité est accordée à la mobilisation des ressources internes pour répondre aux besoins des pays. Donc ici, généralement, ces appuis ont été fournis à travers le centre d'investissement de la FAO. C'est-à-dire nos collègues qui étaient là pour la première phase de la formation d'hier. En Gambie également, hein, ces deux activités-là sont essentiellement des activités où, soit pour préparer une formulation, une soumission au GAPS, ou bien pour aider le pays à traduire le PNIA de première génération en un projet d'investissement, il a fallu mobiliser le projet pour pouvoir formuler un projet d'investissement pour répondre aux besoins. C'est ce qu'on appelle appui à la mobilisation des ressources dans la mise en œuvre. Généralement, c'est la formulation d'un projet. Ici, pour la Guinée-Bissau, cette période-là, ça a été vraiment un appui sur la révision et l'actualisation du plan national d'investissement agricole dans la perspective de la table ronde Terra Ranca qui a été organisée et qui était le dispositif de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du plan national de développement de la Guinée-Bissau. Donc comment refléter le PNIA dans ce document et accompagner le ministère pour pouvoir mobiliser des ressources dédiées au secteur agricole. En Guinée, il a eu un appui de cette forme aussi, un peu la région du PNIA pour intégrer cette dimension-là, et puis un appui pour le business meeting. Au Ghana, il y a eu l'organisation d'une série de formations sur la sectorial wide approach, qui était une approche qui permettait de pouvoir, de manière intégrée, traiter les questions qui sont en lien avec le secteur agricole. Au Togo, il faut rappeler que le Togo a été le premier pays, plus ou moins, à avoir finalisé son PNIA lors de la première génération. Et au Togo, il y a eu une initiative qui était assez intéressante. Tous les bailleurs, les principaux bailleurs du secteur agricole ont décidé de formuler un programme conjoint où tous les bailleurs ont apporté un appui conjoint en vue d'englober toutes les différentes composantes du PNIA en un seul projet. Et où chaque composante ou des principales composantes ont été prises en charge par différents bailleurs, mais avec un cadre unique de mise en œuvre. C'était une approche pionnière qui avait été très intéressante, et dans la formulation de ce projet-là, l'appui du projet a été sollicité. Et pour faciliter la mise en œuvre de ce PNIA, en fait, qui était le PADAT là, il a fallu former les cadres du ministère pour leur donner les capacités opérationnelles et techniques pour pouvoir délivrer ce projet. Au Niger, il y a eu une requête pour tout ce qui était il y a une requête pour un travail d'affinement de l'initiative 3N dans sa phase de rédaction. Et il y a eu des appuis qui étaient apportés, puis également pour la table. Au Nigeria, il y a eu la formulation d'un projet c'était l'idée de la requête, c'était de formuler un projet qui permettrait de prendre en charge la thématique des emplois des jeunes dans le secteur agricole. Donc c'est un peu ça qui a été fait à travers le projet. Beaucoup de ces appuis-là ont été fournis par la FAO sur les ressources du projet et selon les mécanismes propres de la FAO, c'est-à-dire des requêtes qui ont été soumises soit au bureau de la FAO, soit au niveau régional, soit au centre d'investissement, et les ressources ont été mobilisées dans le cadre du projet. À cette époque, il faut vous rappeler aussi pour information que il n'y avait pas encore une équipe opérationnelle de gestion du projet, mais en dépit de cela, il y a eu des actions qui ont été menées, mais qui étaient surtout vraiment en lien avec vraiment la formulation et l'opérationnalisation en projet concret des PNIA de première génération. À partir dans la deuxième phase du projet, comme je disais tantôt, il y a eu tous les appuis qui ont concerné le renforcement des capacités, l'opérationnalisation de l'agence régionale de la CEDEAO. Donc une première activité, ça a été de tous ces noms-là, l'hydraulique villageoise, l'agriculture villageoise et les filets sociaux de sécurité. C'est des projets qui avaient été formulés, qui étaient plus ou moins financés et qui étaient dans le pipeline au niveau de la CEDEAO. Donc le projet a permis de définir
de mettre, en fait, de faire démarrer ces projets-là. Pour certains, il a fallu faire des notes de mise en œuvre, des notes de cadrage, et pour celui-là en particulier, démarrer en fait la mise en œuvre, c'est-à-dire organiser les appels à proposition de projets et puis organiser la mise à disposition de financement dans ce cadre-là. Mais c'est vraiment démarrer en fait ces projets-là qui ont été les premiers projets qui ont été mis en œuvre par l'agence. Donc en parallèle de l'opérationnalisation des projets régionaux déjà actifs dans le cadre de l'EQUAP 1 ici, il a fallu construire l'architecture de mise en œuvre et de coordination des projets au sein de l'agence pour lui permettre de pouvoir délivrer un peu. Donc, en 2017, dans toute cette phase-là, il y a eu tout ce qui est le lancement, la sélection et la renforcement des capacités pour le premier appel à proposition de projet régional organisé par l'ARA. Ensuite, il y a eu tous les appuis pour la réalisation du bilan des PENIA 1, c'est-à-dire c'était dans la dynamique de l'EQUAP plus 10, donc il y a des pays spécifiques qui ont bénéficié d'appui du projet pour pouvoir faire leur bilan du premier PENIA, Cap-Vert, Gambie, Libéria et Ghana. Il y a aussi toute la contribution, les réflexions sur le bilan de l'EQUAP plus 10. Donc, il y a aussi un peu, c'était le type d'appui dont j'ai parlé, ce qui concerne la formulation des projets d'investissement agricole à dimension régionale dans le cadre de la mise en œuvre de l'EQUAP. Il y a aussi le démarrage de ce projet-là, de 14 millions de dollars, qui est un projet régional, qui est en cours de finalisation, qui concerne l'adaptation au changement climatique dans la zone qui est là et qui est en cours de mobilisation. La CEDEAO a été l'une des rares régions au niveau mondial à pouvoir proposer une offre un projet et qui est en cours de finalisation. Donc je vais avancer un peu plus vite. Donc pour aller dans la dernière phase du projet, il y a eu vraiment toute cette activité dont je parle là, c'est-à-dire pour formuler des projets pour permettre à la CEDEAO de mobiliser des ressources. Donc il y a des ressources qui ont été mobilisées auprès du NEPAD. Il y a également, dans le cadre de la COP 21, il y a eu un concours qui a été lancé pour pouvoir faire des propositions qui vont dans le sens de l'initiative 9 pour 1000. Ça, c'est une initiative qui est en lien avec l'année des sols et la restauration des sols. Et donc, il y a une offre qui a été proposée, qui a été sélectionnée, qui a permis de donner une tribune à la CEDEAO pour exposer sa vision en termes de restauration des terres dégradées des sols. Ensuite, il y a tout ce qui est la continuité des appuis aux projets des filets sociaux. Le deuxième appel à proposition de projet a été lancé. Il y a eu tout ce qui est plus ou moins la contribution à la formulation de l'EQUAP 2025 au COS et au RSEQUAP. Le projet a participé dans le cadre du groupe technique d'appui coordonné par le Hub rural. Et bien un peu plus spécifiquement, il y a eu tout ce qui est les appuis aux 7 pays prioritaires qui ont été retenus dans le cadre de la formulation des PENIA-SAN. Le Togo, qui a bénéficié des appuis du pays, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Il y a aussi une série de formations qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet. C'est tout ce qui concerne les formations sur la prise en compte des changements climatiques dans les PENIA, le développement des interventions en lien avec la protection sociale, notamment les filets sociaux, tout ce qui est budgétisation et tout ce qui est analyse économique et financière. C'est l'une des formations qui s'est déroulée la semaine passée. Il y a aussi un volet technique, études et réflexions qui est en cours, qui sont en cours ou déjà effectuées. Il y a tout ce qui concerne la capitalisation des filets sociaux. Dans le cadre des interventions de sécurité alimentaire institutionnelle, il y a la restauration des terres agricoles, il y a des réflexions qui sont en cours. Et celle-là, elle est finie, c'est tout ce qui concerne le manuel sur l'approche sectorielle. Ce dont je parlais, la sectorial wide approach, qui a été un manuel de formation qui a été développé. Donc, je vais juste aller un peu plus pour dire un peu c'est quoi les éléments clés qui ont permis plus ou moins d'avoir ces modestes résultats-là. C'est que le fait que il y a eu, en général, il y a une commande et un portage clair de cette demande de la part de la CEDEAO, que ce soit la direction, que ce soit l'ARA ou que ce soit les pays. C'est déterminant. Il faut avoir la flexibilité d'un bailleur aussi qui réellement permet de réajuster les objectifs et les activités en fonction des besoins. C'est un élément indispensable. Parce que si le cadre est rigide, il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir s'adapter aux besoins. Il faut constamment être flexible, que ce soit au niveau aussi de tous les parties prenantes de la mise en œuvre, pour pouvoir faire évoluer constamment le projet, pour pouvoir répondre aux attentes. Parce que très souvent, les besoins en renforcement des capacités varient, d'abord d'un pays à l'autre, d'une thématique à l'autre,
et en fonction du cycle dans lequel on est, ça a un impact. Mais en général, on a les contraintes aussi. Souvent, il y a l'instabilité de l'environnement politique et technique dans les pays. Et notamment, souvent, il y a des changements fréquents d'interlocuteurs ou des priorités techniques nouvelles qui émergent. Et souvent, c'est difficile de suivre ou voilà, dans les processus qui sont un peu longs, ça ralentit un peu. Et il y a le fait que constamment, les besoins émergent, ils évoluent. Et alors que les ressources en elles-mêmes ne sont pas inextensibles. Donc souvent il y a un besoin, c'est une limite en fait. Donc c'est ce que j'en essaie de mettre en évidence. Donc les leçons apprises du projet, c'est que, comme le dirait un peu plus précisément ma collègue Maud tout à l'heure, il faut voir la question du renforcement des capacités au-delà du prisme de la formation uniquement. Il faut concevoir ça dans une approche globale qui permet de pouvoir adresser toutes les formes de renforcement des capacités. Même si tous ne sont pas reflétés ici, mais c'est réellement beaucoup plus que la formation. Il faut pouvoir voilà, apporter aux 3 niveaux essentiels du renforcement des capacités, au niveau de l'environnement, au niveau de l'institution et puis au niveau individuel pour pouvoir délivrer. Le projet a commencé depuis 2012, il était censé s'achever en 2015, il y a eu beaucoup d'extensions, mais c'est pour tenir compte du fait que la plupart des appuis, des actions de renforcement de capacité au niveau des pays et des processus prennent du temps. Donc il faut pouvoir avoir de la flexibilité pour pouvoir accompagner cela. Donc le schéma classique d'un projet entre 3 et 5 ans a certaines limites. Il faut pouvoir, voilà, sinon on n'arrive pas au bout de l'appui du renforcement de capacité et c'est assez regrettable. Le 3e élément qui est clé, c'est la flexibilité. Il faut voilà, ajuster l'appui aux attentes, la dimensionner, tenir compte des réalités, des contraintes du bénéficiaire de l'appui pour pouvoir lui apporter. En fait, ici, l'idée c'est qu'on ne peut pas faire du renforcement de capacité. Et comme me dira ma collègue Maud, il faut le faire sur mesure. Il n'y a pas, pour que ce soit vraiment bénéfique, il faut essayer de le faire voilà, sur mesure. Et donc pour ça, il faut être flexible. Mais il faut surtout aussi que il y ait une bonne qualité de partenariat entre les parties prenantes. Voilà, pour pouvoir savoir et être à chaque moment sur le même diapason pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Donc je vous remercie.